Bonjour, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 26 juin. Voici les titres. Les premiers juilletistes sont attendus dans les tout prochains jours. La saison touristique est cette fois bien lancée. Ce sera la première pour Laurence Gélin. Nous irons à la rencontre de cette ancienne directrice d'une usine de mode. Changement de carrière. Elle s'apprête à vivre son premier été à la tête d'un hôtel de Noirmoutier. Les entreprises de travaux publics estiment qu'1 millier d'emplois a été supprimé dans ce secteur depuis 2008 en Vendée. La faute à la crise, mais aussi à la baisse des dotations de l'État qui ont contraint les collectivités à revoir leurs projets de travaux. Et conséquence de cette crise, vous le verrez, les entreprises du BTP ont tendance à vouloir baisser leurs prix pour décrocher des chantiers. Enfin, on s'envolera en paramoteur, une voile, un moteur qui fait tourner une hélice. Et vous voilà dans les airs, découverte à la fin de ce journal du club ULM de Saint-Georges-de-Montaigu. C'est le plus grand club de France avec plus de 200 adhérents. Les Français seront plus nombreux à partir en vacances cette année. Ils sont 44% à envisager de partir cet été contre 42% l'an dernier, selon une enquête menée par le cabinet ProTourisme. C'est la première fois depuis 4 ans que les intentions de départ en vacances sont en hausse. Des Français qui vont privilégier la France, destination moins chère et jugée plus sûre que les pays d'Afrique du Nord. Et parmi les 10 régions françaises plébiscitées, les Pays de la Loire, avec une hausse de réservation de 14%. Alors les premiers juilletistes sont attendus dans les tout prochains jours. Les acteurs du tourisme sont donc prêts. Et pour certains, cette saison est la toute première. Pierre Dalicieux est allé à la rencontre de Laurence Gélin. Jusqu'ici, elle travaillait dans le secteur de la confection et de la mode. Cette ancienne responsable d'usine a décidé de se lancer dans l'hôtellerie après un licenciement. Elle a repris un établissement de Noirmoutier au mois d'avril. Et moi, je termine l'aspirateur dans cette partie-là. D'accord. Et après, il faudra qu'on descende. Donc, tu auras fini cette aile, en fait. Oui. Laurence vérifie que tout se passe bien dans les chambres. Tout doit être prêt avant midi. Cette ancienne gérante d'usine dans le cuir a repris cet hôtel en avril dernier. La saison est déjà bien entamée, il faut donc vite prendre le pli. Un peu de bon sens, beaucoup de logique. Voilà. C'est travailler dans un hôtel est au demeurant pas obligatoirement tellement plus compliqué que de travailler dans une usine ou d'organiser une usine. Et moi j'ai organisé des ateliers, donc ça peut se ressembler. Gérer l'accueil, le départ des clients, avoir le sourire à chaque fois. A priori, Laurence sait faire. Ses clients qui viennent pour la première fois sont plutôt satisfaits et notre gérante aussi. Formidable. C'est vrai, tout le monde est très sympathique. Quand on repart, on remonte une affaire, c'est toujours très encourageant d'avoir du positif. Hein. Ça veut dire qu'on est sur la bonne route, ça veut dire qu'on est en train de progresser, c'est tout ce qu'on demande en fait. Laurence a choisi de ne pas faire de travaux cette saison afin de garder l'hôtel ouvert. Juste quelques aménagements que son mari et un ami réalisent. Mais dès la saison terminée, les choses sérieuses commenceront. On va lui faire un lifting, voilà. Un gros lifting, énorme lifting. Il va fermer pendant 3 mois à peu près, 3 mois et demi. C'est la période hivernale qui est la période très calme sur Noirmoutier et qui est la période qui nous permettait justement d'avoir suffisamment de temps pour faire la totalité des travaux, sachant que tous les corps de métier vont intervenir. Dès le mois de mai, cette gérante a été mise directement dans le bain avec un hôtel quasi complet tous les week-ends. Mais la semaine prochaine, la saison commence réellement. Pas de quoi inquiéter Laurence. Oui, Sonia me l'avait déjà dit. Je pense qu'appréhender, c'est pas suffisamment constructif. Donc prévoir, oui, appréhender, non. Voilà. De toute façon, il va bien falloir la passer cette saison. Les mois continuent d'avancer. Donc, au contraire, on l'attend un peu avec un peu d'impatience quand même. Et la saison semble plutôt bien démarrer. L'hôtel affiche presque complet, au moins jusqu'à début juillet. Ce chiffre à présent, 1 millier, c'est le nombre d'emplois supprimés depuis 2008 en Vendée dans les entreprises de travaux publics. Le secteur emploie près de 3000 salariés. Symboliquement, les représentants de la Fédération des travaux publics du département a peint des centaines de casques en noir pour alerter sur cette situation inédite. Seulement la moitié des patrons a un carnet de commandes rempli jusqu'au mois de septembre. Et pour éviter de licencier, les entreprises recourent de plus en plus au chômage partiel. La Fédération des travaux publics lance donc un appel aux collectivités pour qu'elles relancent leur investissement. Elles fournissent 70% de l'activité des entreprises du secteur. Le président de la Fédération des travaux publics de Vendée nous explique les raisons de la crise du secteur.
Il y a effectivement les baisses des dotations d'État aux collectivités locales qui effectivement ont réduit les budgets de fonctionnement internes des mairies, qui sont un peu frileux pour relancer les travaux. Et puis il y a le phénomène des élections aussi. On vient de passer les élections municipales il y a 1 an et demi, les élections départementales il y a 3 mois, qui créent une inertie dramatique dans la profession parce qu'effectivement, avant de renouveler les bureaux, il faut relancer des nouveaux projets, réactiver les nouvelles prestations, les nouvelles travaux de voirie, les budgets communaux, un peu tout. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve avec une inertie dramatique. Et cette crise dans le bâtiment a un autre effet, la baisse des prix. Les entreprises du BTP qui ne veulent pas licencier ont tendance à tirer les prix vers le bas pour décrocher des chantiers. Un phénomène qui s'est accéléré depuis 2 ans. Alors fin avril, une charte a été signée ici en Vendée entre les collectivités et les représentants du bâtiment. Une première en Pays de la Loire. Objectif, encourager les collectivités à écarter les offres trop basses dans le cadre des marchés publics. Explication. Alors ici, on est dans le bureau du maître-heure. C'est dans ce bureau que cette entreprise de gros œuvres estime le prix de construction d'un supermarché ou de l'extension d'un lycée, en fonction des mètres et des hauteurs de murs, du temps nécessaire aux ouvriers pour les construire. Il s'agit d'établir un coût de revient. L'entreprise applique ensuite un coefficient pour définir le prix qu'elle proposera. Il faut bien payer l'électricité, il faut bien payer les conducteurs de travaux, il faut bien payer le carburant des véhicules, il faut bien payer les emprunts du matériel. Donc quand je dis ce coefficient, ça sert donc à payer tout ça. Et avec la crise, la baisse des dotations de l'État, les périodes d'élection, les collectivités ont freiné leurs projets de construction. Résultat, les entreprises du BTP ont des carnets de commandes vides. Elles se font concurrence et ont tendance à baisser les prix pour remporter les marchés publics. C'est plutôt de l'ordre de moins 20%. Donc quand vous savez que le taux de marge brute des entreprises du bâtiment est de l'ordre de 20%, quand vous faites moins 20, c'est-à-dire que vous payez vos salariés et la fourniture de matériaux, donc ça ne peut pas continuer comme ça. Alors pour freiner cette baisse des prix, une charte a été signée entre les collectivités et les représentants du bâtiment. Objectif, lutter contre les offres anormalement basses. Le Code des marchés publics permet aux collectivités d'écarter ces entreprises. On nous donne quelques idées des éléments qui doivent être pris en compte pour apprécier le bien fondé du caractère apparemment anormalement bas. C'est-à-dire, est-ce que le candidat dispose, par exemple, d'un fournisseur qui lui fait des prix pour une fois exceptionnellement bas, qui lui permettent de répercuter ça sur son offre auprès du pouvoir adjudicateur. Mais d'une manière générale, c'est vraiment à l'appréciation du pouvoir adjudicateur qui doit donc motiver sa décision, parce qu'il faut que le candidat puisse comprendre pourquoi, alors qu'il avait l'offre la plus compétitive sur le plan financier, je rappelle cela étant que ce n'est pas le seul critère, son offre est rejetée. Dans un contexte financier difficile pour elles, les collectivités cherchent aussi à limiter leurs dépenses. Pour les professionnels du bâtiment, il s'agit de leur faire prendre conscience que des prix bas peuvent cacher des problèmes de qualité ou de travail dissimulé. Pour éviter aussi que les entrepreneurs fassent n'importe quoi, essayer de leur mettre des garde-fous, parce que l'entrepreneur qui n'a plus de travail, quelquefois, il n'est plus raisonnable. Cette charte ne permettra pas cependant de remplir les carnets de commandes des entreprises. 50 000 emplois pourraient encore être supprimés cette année en France dans le secteur du BTP. Et dans ce contexte économique compliqué, les chefs d'entreprise ressentent parfois le besoin de se retrouver pour échanger. Et c'est le but de l'Université des entrepreneurs vendéens, organisée tous les 2 ans. La prochaine aura lieu les 4 et 5 février 2016, après une édition 2014 sur le thème Entrepreneurs, entreprises, environnement, qui avait réuni 650 personnes. Les organisateurs espèrent attirer pour cette 3e université 800 chefs d'entreprise ou futurs patrons. Des entrepreneurs de Vendée installés à l'étranger interviendront autour du sujet Inspirer notre futur. Des conférences, des ateliers autour d'experts sont prévus. Alors quel est l'objectif de cet événement? La réponse de la déléguée générale du MEDEF Vendée. C'est l'un des 16 partenaires de ce rendez-vous. Vendée, terre d'entrepreneurs, ce n'est pas un mythe. Oui, les entrepreneurs ont envie de partager. L'objectif, c'est effectivement de s'oxygéner, de prendre du recul et de détecter des tendances émergentes qui peuvent contribuer au meilleur pilotage de l'entreprise. Direction à présent les champs, c'est le tout début de la saison des moissons, un moment particulier cette année pour Maxime Tripoteau. C'est un passionné de bière, il a même décidé l'an dernier de s'installer en tant que brasseur à Bazoges-en-Parais. Et pour la première fois, l'orge cultivée sur l'exploitation familiale va servir à la fabrication de sa bière. Grégoire de Châtillon l'a retrouvé au moment de la récolte.
Maxime avance étape par étape. Il va pour la première fois cette année transformer l'orge de la ferme familiale en bière. Il va ainsi recréer un lien avec le terroir. Alors c'est une variété à un orge d'hiver, brassicole bien sûr, et qui a la particularité d'avoir 2 rangs. Et du coup voilà, c'est une variété en fait un peu différente, l'orge de brasserie. Pourquoi? Parce qu'il contient moins de protéines que l'orge traditionnelle, on va dire. Allez, avance! Une fois la parcelle de 5 hectares récoltée, l'orge est acheminée à la ferme pour y être stocké plusieurs semaines. Le grain sera ensuite calibré et nettoyé. Donc là, on est dans la brasserie, donc la brasserie froide où il y a la fermentation, la brasserie chaude où on va brasser justement la bière. Et c'est là dans cette cuve-là, la cuve de brassage, dans laquelle on va retrouver notre, dans laquelle on va retrouver notre grain en fait concassé, malté, pour brasser la bière. Et en degrés, t'es à combien? 4,5, 5? 4 degrés et demi, ouais, sur la blonde. Maxime est un passionné depuis de longues années. Avant de devenir professionnel l'année dernière, il s'était formé et avait pratiqué en amateur. Ça m'a toujours suivi la bière, sans trop le vouloir. J'ai bizarrement toujours suivi la bière. Et je suis tombé assez fan des bières belges, des bières allemandes, maintenant des bières canadiennes, voire même des bières australiennes, tout ça. Donc voilà, je voulais essayer de recréer les bières que j'aime bien boire. C'est pas un métier facile, hein? Non. Et ce qui est magnifique, et ça c'est bien, valoriser ça à fond, c'est de faire ton orge et tu fais ta bière avec ton produit. La musse est déclinée aussi en blanche, brune, ambrée et bocage, où l'orge déploie son intensité jusqu'au fond du palais. Belle surprise, sinon l'année dernière, après 6 mois d'existence, la jeune brasserie récoltait au dernier salon agricole de Paris 2 médailles, une or pour la blonde et du bronze pour la bocage. L'étape suivante pour Maxime est de développer la culture du houblon, toujours à la ferme. La mousse, elle est excellente. Elle est excellente. À boire avec modération. Oui, car consommer de l'alcool sans modération peut, vous le savez, être dangereux pour la santé. Quelles sont les compétences d'une mairie? Pas toujours facile de répondre à cette question. Le rôle des collectivités n'est pas toujours simple à appréhender, encore moins pour des enfants. Au Sable d'Olonne, la municipalité a décidé d'organiser des visites des différents services de la ville pour permettre de leur expliquer le rôle de la police municipale ou de l'état civil. Un cours d'éducation civique ancré dans la vie réelle. Regardez ce reportage d'Annelise Vinet. Si je vous dis état civil, ça vous fait penser à quoi alors? Quiz lancé, chacun essaie de trouver la bonne réponse. Mariage, passeport ou encore prénom donné aux enfants, plusieurs thématiques sont abordées pour répondre aux objectifs du programme scolaire. En instruction civique et morale, ils doivent connaître justement le fonctionnement, ils doivent connaître les symboles de la République. Questions administratives traitées, les élèves rencontrent Arnaud et Armand, 2 policiers municipaux. Les questions fusent, mais un sujet est particulièrement récurrent. C'est l'armement. Les enfants nous demandent tous si on a des armes. Donc je pense qu'ils sont très inspirés par les séries américaines et ça se ressent. Côté élèves, cet échange est un moment marquant. Ils nous ont expliqué leur secteur, ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Les menottes, c'était un peu lourd, mais sinon, oui, c'était bien. Pour la suite de la visite, direction les serres municipales, un patrimoine de la commune peu connu des enfants. Ils voient tous les jours des fleurs dans la ville, mais voilà, quand on leur posait des questions, ils ne savaient pas d'où ça venait, qui faisait quoi. Et voilà, on a trouvé que c'était un beau parcours de citoyenneté. Un projet d'éducation civique transformé en jeu grâce à une chasse aux roses parmi 1200 rosiers. Mais pour Nicolas, l'intérêt est ailleurs. Moi, je préfère les grenouilles parce que ils habitent en Afrique. T'en as quelques-unes qui sont venimeuses, quelques-unes qui ne sont pas, et ils sont gluantes. Au final, plus de 140 élèves de 5 écoles sont venus visiter les coulisses de la mairie. Prenons un peu de hauteur maintenant avec une opération organisée ce week-end par la Fédération de vol à voile et baptisée « Ça plane pour elle ». 60 clubs de planeurs ouvrent leurs portes pour proposer aux femmes de découvrir la discipline. Le planeur, c'est cet avion aux longues ailes capable de voler sans utiliser de moteur, uniquement grâce à la force des courants aériens.
Un sport accessible dès 14 ans. Dans le département, 2 clubs proposent des initiations demain et dimanche à prix réduit à Fontenay-le-Comte et La Roche-sur-Yon. Écoutez justement la secrétaire du club de vol à voile de La Roche-sur-Yon sur cette volonté d'attirer les femmes. Nous ne sommes pas assez nombreuses, n'est-ce pas, dans ce monde pas exclusivement masculin, mais depuis très longtemps, ça a toujours été le cas. Il y a aussi beaucoup d'activités, effectivement, tout ce qui tourne autour de l'aérien. Il n'y a pas assez de femmes, donc c'est vrai qu'on vient les aider à venir essayer de découvrir la chose. Je ne sais pas si elles se mettent en tête que c'est un côté trop technique, mais on apprend, et une femme est tout aussi capable d'apprendre à piloter un planeur qu'un homme. Et puis il y a une autre manière de découvrir le département depuis les airs, l'ULM. La Vendée compte le club le plus important de France, c'est celui de Saint-Georges-de-Montaigu avec près de 200 adhérents. Des passionnés de tout le Grand Ouest viennent pour entre autres passer leur permis. Alors ULM, derrière ce nom se cachent en fait plusieurs types d'appareils, l'autogire, le pendulaire. On va s'envoler avec Grégoire de Châtillon en paramoteur. Il est composé d'une voile de parapente et d'un moteur avec une hélice. Regardez. Jamais il n'a été aussi facile de réaliser le rêve d'Icare, voler. Le paramoteur est non seulement l'aéronef le plus sûr, mais aussi le moins cher. Et en plus, il tient dans un coffre de voiture. Lorsque moi j'avais 20 ans, je me disais mais un jour je volerai, un jour je volerai. Mais il fallait aller en montagne, il fallait loin et on a toujours peur que ça coûte très cher, quoi. Depuis qu'il y a cette structure-là, c'est du bonheur à l'état pur, quoi. C'est vrai que c'est facile, on vole partout, c'est du bonheur. Atlantique Paramoteur, c'est 230 adhérents avec des pilotes âgés de 15 à 76 ans qui se font tout simplement plaisir en évoluant tranquillement dans les airs. C'est une machine, un aéronef qui vole à 50 km/h et lorsque l'on atterrit, on est à 20 km/h. Alors bon, à 20 km/h, ça va pas vite, hein. Donc c'est vraiment l'aéronef le plus sûr. Et c'est également l'aéronef le moins cher. Hein. Pour commencer, une machine avec une voile, c'est du 4 000 €, quoi. Thierry vient du Finistère Nord pour passer son brevet ici, car le club est très réputé. Son rêve aujourd'hui est en train de devenir réalité. Ouais, oui, c'est un rêve. Depuis longtemps, je les vois voler au-dessus de chez moi et j'ai toujours rêvé de faire pareil, quoi. Si vous avez un très grand jardin ou un champ, vous décollerez de chez vous. Vous aurez plus de 3 heures d'autonomie pour, par exemple, rallier Saint-Georges-de-Montaigu à l'océan, longer le littoral et revenir. La limite du paramoteur, c'est la pluie et le vent. Au-dessus de 20 km à l'heure, on ne vole plus. Les adhérents du club forment ici une grande famille. Ils volent et voyagent souvent ensemble. Le mois dernier, ils sont partis en Espagne. Il y a 15 jours au Mont-Saint-Michel. En octobre prochain, ils partiront pour les États-Unis. Et on garde la tête tournée vers le ciel pour jeter un coup d'œil à la météo de ce week-end. Quelques gouttes de pluie possibles localement cette nuit et demain matin, mais les nuages vont ensuite se dissiper. Il fera à nouveau très beau demain après-midi, 20 à 25 degrés pour les maxis. Et les températures vont encore grimper dimanche jusqu'à 29 degrés. Et ce temps va durer. Une vague de chaleur est attendue pour la semaine prochaine avec 33 à 34 degrés. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armel Pavageau. Lundi, c'est Edwige Richard que vous retrouverez pour le journal. Je vous souhaite un très bon week-end.